Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. La semaine dernière, je vous ai relaté la carrière de Robert Parker depuis ses débuts comme critique indépendant dans les années 70 à son ascension avec le millésime 82, au point de devenir dans les années 90 le dégustateur le plus suivi au monde. Mais avec le succès, la notoriété et le pouvoir qui vont avec, de plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer l'américain, son système de notation et ses opinions. Mais c'est surtout son influence, que beaucoup considèrent comme démesurée, qui va lui attirer le plus de critiques, au point qu'on l'accuse bientôt de contribuer à une uniformisation du goût dans le monde du vin au milieu des années 90. C'est à ce moment-là que l'on va commencer à parler de vin parkerisé, un débat qui va perdurer pendant près de 20 ans. Alors, pour essayer de comprendre les objections et les critiques, et pour voir si elles sont fondées ou non, je vous propose de les aborder une par une, et vous ferez votre propre opinion. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur ce qui fut le cœur du travail de Parker pendant 40 ans, la dégustation et les notes qu'il a lui-même publiées. J'insiste sur ce point, car s'il a créé la newsletter et a contribué à la majorité des notes, au fil des années, 26 collaborateurs différents ont contribué au Wine Advocate, chacun avec sa propre sensibilité. Donc, pour analyser le travail de Parker, on va naturellement se concentrer uniquement sur ses scores et ses commentaires. Le site du Wine Advocate en dénombre 81 824, mais ce chiffre est probablement en dessous de la réalité, vu que le site web n'existe que depuis 2003 et que de nombreuses notes anciennes n'ont probablement pas été uploadées. Je précise également que mon propos n'est pas de juger la validité des notes de Parker dans l'absolu, et le fait que vous ou moi soyons d'accord ou non avec son avis sur tel ou tel vin importe peu. Ce qui compte pour l'analyse, c'est d'essayer de comprendre ses critères d'appréciation et pourquoi il a mis telle ou telle note, mais aussi de voir si son palais et ses avis ont évolué dans le temps. Voici donc sans plus attendre ce qui sera le dernier épisode de cette 3e saison, la seconde partie du dossier Parker. Tout d'abord, je ne vais pas m'attarder sur les critiques relatives aux compétences de l'Américain, à son volume et à sa vitesse de dégustation. Sachez seulement que de l'avis de tous, Parker, aujourd'hui à la retraite, était un grand professionnel rompu à l'exercice délicat de la dégustation en barrique, et une centaine de vins par jour, à raison d'1 à 2 minutes par vin, n'a rien d'inconcevable pour un palais expérimenté. Je ne vais pas non plus m'appesantir sur les critiques parfois venues des producteurs eux-mêmes, comme quoi il ne serait pas possible de bien juger les vins en primeur. Certes, le vin n'en est encore qu'au tout début de sa vie, mais là encore, il est tout de même possible pour un professionnel averti et avec quelques réserves de se forger une idée de ce que le vin peut devenir, comme le font d'ailleurs les vignerons et les œnologues eux-mêmes en cave. De plus, ce sont bien les châteaux qui souhaitent vendre les vins en primeur. Ils ne peuvent donc pas vraiment s'étonner que les acheteurs potentiels soient intéressés par une opinion indépendante sur la qualité de la production qu'ils mettent en vente. Et enfin, je ne vais pas non plus revenir sur les critiques relatives à des conflits d'intérêts potentiels. Je rappellerai seulement que le Wine Advocate a toujours été une publication payante, sans publicité, et rémunérée uniquement par les abonnements de ses souscripteurs. Et que, comme je le disais en première partie, l'Américain était réputé pour toujours payer lui-même ses billets d'avion, ses notes d'hôtel ou de restaurant. Et si nombre de ses commentaires proviennent de visites et de dégustations en primeur dans les châteaux et les domaines qu'il recevait, c'est là une pratique tout à fait courante pour les professionnels du secteur et non un quelconque traitement de faveur. Venons-en maintenant aux critiques qui ciblent plus spécifiquement Parker, à commencer par le débat sur son système de notation à 100 points. Le vin, c'est l'expression d'un terroir et pas une compétition, écrivait le critique anglais Hugh Johnson, et il soulignait par là le fait que l'attribution de notes à des vins de Bordeaux, de Californie ou de Bourgogne
poussait les consommateurs à comparer ce qui n'était pas comparable, comme si l'on comparait des athlètes dans différentes disciplines pour en conclure que le basket est un meilleur sport que le ski. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que le vin est d'abord et avant tout l'expression d'un terroir. Mais je ne vois pas bien en quoi l'utilisation d'une échelle sur 100 points est beaucoup plus problématique qu'une notation sur 20 points ou l'utilisation d'étoiles comme le faisait Johnson lui-même. Dans tous les cas, il s'agit bien d'évaluer et de hiérarchiser les vins selon certains critères d'appréciation, et du reste, toutes les publications présentent ce genre de notation. On pourrait néanmoins objecter que l'utilisation d'une échelle aussi vaste tend à donner un côté pseudo-scientifique à la dégustation et sous-entend que, contrairement au commun des mortels et surtout aux critiques anglais qui notaient sur 20 points, le palais de l'américain était capable de percevoir des différences de l'ordre d'1% seulement qu'une échelle de notation plus réduite ne permettait pas d'exprimer. Ce que Parker a mis en place parce que c'était le système de référence dont il avait l'habitude et qu'il en avait déduit qu'il serait donc plus parlant pour les consommateurs américains, semble avoir été pris par d'autres critiques, non pas seulement comme un intelligent coup marketing, mais comme une façon insidieuse de dire « je suis meilleur que vous ». Est-ce que c'était aussi ce que Parker cherchait à faire ? C'est bien possible, car il avait de l'hubris et n'hésitait pas à se mettre en avant comme le meilleur dégustateur du monde. Mais ceci étant, il écrivait aussi lui-même, dans le Wine Advocate, dès les premières éditions de la newsletter, cet avertissement aux souscripteurs que je vous traduis ici. Les scores, cependant, ne révèlent pas les aspects importants du vin. Le commentaire écrit qui les accompagne est une meilleure source d'informations sur la personnalité et le style d'un vin, sa qualité par rapport aux autres, sa valeur et son potentiel de vieillissement que n'importe quelle note. Par ailleurs, rien ne peut se substituer à votre propre palais et il n'y a pas de meilleure éducation que de goûter le vin par vous-même. Et quant à l'obtention de la note maximale dans la catégorie des vins extraordinaires de 96 à 100 points, l'Américain avait déclaré dans une interview accordée au journal Naples Daily News en 2007 « Je crois que la seule différence entre un 96, 97, 98, 99 ou 100 points tient probablement juste à l'émotion ressentie sur le moment. » Et pour mettre le critique dans les meilleures conditions possibles, certains producteurs n'auraient pas hésité à sélectionner des échantillons bien précis, à même, pensait-il, de lui plaire particulièrement. Des échantillons prélevés sur les supposés barriques Parker. Il n'y a évidemment aucune preuve de ce genre de pratique, dont les dénonciations reviennent d'ailleurs périodiquement, et ce sont parfois les journalistes eux-mêmes qui laissent entendre qu'on ne leur a peut-être pas donné à goûter l'échantillon le plus complet et le plus objectif d'un millésime donné. Il est clair que les vignerons choisissent effectivement les barriques sur lesquelles ils prélèvent leurs échantillons, ne serait-ce que parce que chaque barrique évolue différemment au cours de l'élevage et que le vin ne se présente pas systématiquement bien. Que les châteaux veuillent se présenter sous leur meilleur jour, comme un prétendant avant son premier rendez-vous, pour la dégustation qui va déterminer les ventes et donc le revenu du millésime entier, il n'y a là rien de surprenant ni de choquant. Mais de là à affirmer sans preuve qu'il y a eu de véritables manipulations de certains échantillons dans le seul et unique but d'obtenir une meilleure note Parker, il y a un pas que je me refuse à franchir. De la même manière, j'ai un peu de mal à accorder foi aux affirmations qui sous-entendent que l'Américain aurait noté des vins sans les avoir goûtés, ou qu'il se serait approprié des notes d'autres critiques de son équipe, quand ces sous-entendus viennent d'une ancienne employée et conduite dans le cadre d'une obscure affaire de fausse facture. Une autre des critiques qui reviennent le plus souvent à l'encontre de Parker serait ses biais en tant que dégustateur pour certaines régions, certains styles de vin, voire certains cépages. Alors examinons un peu ces notes pour voir si l'on peut en tirer des leçons, et pour ce faire, on va se concentrer sur les vins à qui il a attribué la note maximale de 100 sur 100. En tout, j'en ai répertorié 402, dont 366 vins rouges, 23 blancs et 13 vins doux ou liquoreux. En termes de pays, les États-Unis dominent avec 194 vins.
puis la France avec 192, les deux pays représentant à eux seuls la quasi-totalité des 100 points. En termes de cépages maintenant, les assemblages à base de Cabernet Sauvignon arrivent très largement en tête, avec 205 vins sur 402. Puis viennent la Syrah avec 70 vins, les assemblages Merlot-Cabernet Franc type Pomerol Saint-Émilion avec 47, 35 vins à base de Grenache, et seulement 12 Chardonnay et 11 Pinot Noir. Le tropisme de Parker vers les vins rouges issus de variétés bordelaises, de Syrah et de Grenache apparaît donc clairement, et l'on retrouve tout naturellement en haut de son palmarès les régions qu'il affectionne et donc qu'il a le plus noté, comme la Californie, Bordeaux et le Rhône. L'appellation la plus primée est la Côte-Rôtie, avec 31 100 points, suivie de l'Hermitage et de Châteauneuf-du-Pape avec 29 cuvées, devant Pomerol 28. Et en termes de vin, la cuvée la plus primée, avec 10 millésimes notés 100 sur 100, c'est la Côte-Rôtie Lamouline de Guigal, devant la Mission Aubryon avec 9 millésimes et Pétrus 8. Il apparaît donc clairement que Parker a une profonde préférence pour certaines régions et certains cépages quand il attribue la note maximale de son échelle. Mais son palais est-il resté constant dans le temps ? Répondre à cette question est difficile, car la production de vin elle-même a beaucoup changé au fil du temps. Mais il apparaît tout de même qu'en avançant en âge, le goût de l'américain s'est de plus en plus porté sur des vins jeunes, et il est surprenant de constater, pour un critique qui a débuté dans les années 70, que les millésimes antérieurs à l'an 2000 ne concernent qu'à peine 25% des vins primés, avec seulement 99 crus sur 402. Chaque dégustateur a un biais, et Parker est manifestement plus aisément impressionné par les vins encore jeunes et pleins de fruits et d'intensité que d'autres critiques. Mais tout le monde a des biais. L'important, c'est de les connaître. Et si l'on s'amuse à faire le même exercice avec par exemple l'anglais Neil Martin, qui a également contribué au Wine Advocate pendant des années, on s'aperçoit que lui n'a donné que 3 fois 100 points à un vin de Bourgogne, et dont un seul avait moins de 100 ans. Bref, l'extrême opposé. Par ailleurs, si la Californie est un État capable de produire de très grands vins, si, je vous assure, la surreprésentation des Cabernets Sauvignons américains postérieurs à l'an 2000, qui rassemblent à eux seuls 40% du total des vins primés, interroge. Et elle suggère un palais de plus en plus attiré par un style de vin très spécifique au fil du temps. Ce qui met de l'eau au moulin des détracteurs de la parkérisation, on y reviendra. En tant que Français, on peut aussi s'interroger sur les autres régions, qui, à l'exception de l'Alsace avec 3 liquoreux du domaine Zinnenbrecht, brillent par leur absence, à commencer par la Champagne. La Bourgogne elle-même, que Parker a pourtant visitée pendant de nombreuses années, n'apparaît dans cette liste qu'à 5 reprises. Mais comme c'est la région à laquelle Parker est le plus souvent associé, on va se concentrer sur son appréciation du vignoble de Bordeaux. Sur les 86 vins rouges de Bordeaux qui ont obtenu les 100 points, seulement un tiers des cuvées est antérieur à l'an 2000. Et si l'on étend la recherche aux vins qui ont scoré entre 96 et 100 points, soit la première catégorie du Wine Advocate, on est sur des statistiques similaires. Donc est-ce que Parker est devenu plus libéral dans ses notes au fil du temps ? Est-ce que le style des vins s'est adapté à ses goûts ? Ou est-ce que la qualité moyenne a augmenté ? Il est évidemment très difficile de répondre clairement à cette question et la réponse est probablement composite. Mais sur le style des vins, sachant qu'il est venu déguster plusieurs fois par an à Bordeaux depuis le début des années 80, on pourrait penser que si les producteurs avaient vraiment une recette à appliquer pour plaire à Parker, ils l'auraient mise en place bien avant l'an 2000. On l'a dit, Parker a primé beaucoup plus de vins au XXIe siècle. Mais il faut bien reconnaître aussi que la qualité a globalement beaucoup augmenté, au-delà des débats sur le style des vins. On maîtrise mieux la viticulture et la vinification aujourd'hui qu'il y a 40 ans, et le développement économique de grands domaines qui sont aujourd'hui, pour la plupart, dans la meilleure situation financière de toute leur histoire, peuvent investir du matériel et des équipes pour produire le meilleur vin possible. Si l'on compare la note moyenne donnée à tous les vins de Bordeaux, petits châteaux et grands crus mélangés, dans les grands millésimes,
on constate qu'en 1982, on était à 87 points de moyenne. En 90, à 87,1. En 2000, à 88,6. En 2005, à 89,4 points. Et en 2010, dernier grand millésime jugé par Parker, à 89,8. La note moyenne a donc augmenté au fil du temps, mais pas non plus dans des proportions démesurées. Et il est difficile de faire la part des choses entre l'amélioration globale de la production et l'évolution du goût de Parker. Ce qui ressort par contre, c'est que l'Américain, qui ne prenait pas vraiment de gants à ses débuts pour critiquer les millésimes et les châteaux décevants, n'en prenait pas beaucoup plus à la fin de sa carrière, et qu'il n'a pas hésité à égratigner le millésime 2001 ou des grands noms comme Mouton Rothschild, à qui il n'a donné que 91 points pour son 2003, quand ses voisins Latour et Lafite obtenaient tous les deux la note maximale. À la lumière de ces éléments, il ressort que si Parker avait bien des préférences en termes de régions ou de cépages, et qu'il s'est manifestement entiché des cabernets californiens sur sa fin de carrière, toutes choses étant égales par ailleurs, ses notes sur les vins de Bordeaux semblent être restées plutôt cohérentes au fil du temps. Mais la critique principale qu'il a poursuivie pendant toute la deuxième moitié de sa carrière, c'est celle sur son influence réelle ou supposée sur les producteurs de vin d'abord et sur les consommateurs ensuite, incarnée par un mouvement de fond, la parkérisation des vins. Qu'est-ce qu'un vin parkérisé ? Ce terme, à l'origine imprécise et revendiqué par plusieurs personnes, fait référence à des vins issus de raisins vendangés à haute maturité, vinifiés avec une extraction plutôt élevée, selon des techniques modernes et avec une influence marquée du bois neuf. Pour les vignobles étrangers, cela fait aussi référence à une mouvance vers une utilisation croissante de variétés bordelaises dans les assemblages et la production d'un style de vin cherchant à imiter le profil des fameux vins de garage, en vue d'obtenir une bonne note du critique pour pouvoir vendre facilement des vins très jeunes à des prix élevés. Dans la pratique, ça veut dire un effeuillage plus intensif à la vigne pour exposer les raisins au soleil, des vendanges en verre pour diminuer les rendements, et des vendanges à haute maturité en vue d'obtenir les baies les plus concentrées possibles et de limiter les notes végétales. Au chai, il faut contrôler précisément les températures de vinification, notamment grâce à des cuves inox thermorégulées pour limiter les risques de fermentations à problème ou de déviations aromatiques. Et à la cave, l'usage de barriques de chêne neuf apporte au vin des notes épicées et une micro-oxydation des tanins qui les polit et leur donne de la patine et de la souplesse même dans leur jeunesse. Le résultat, ce sont des vins bien mûrs, très concentrés en fruits, souples en bouche et marqués par le bois neuf. Or, selon les détracteurs de Parker, l'usage excessif et la généralisation de ces méthodes va aboutir à une standardisation des vins, qu'ils imputent à l'influence de l'américain, et au premier rang de ses critiques, il y a Jonathan Nossiter, le réalisateur du film Mondovino sorti en 2004. Dans son ouvrage Le goût et le pouvoir, publié en France chez Grasset en 2006, Nossiter considère que la généralisation de ce style de vin, fabriqué pour satisfaire des consommateurs incultes aveuglés par le marketing des notes Parker, ignore l'histoire des terroirs, qui ont aussi besoin d'acidité et de nuances pour s'exprimer, et participe à une uniformisation des goûts et des produits. Et pour illustrer son propos, il prend exemple sur la région espagnole de La Rioja, sur laquelle on va s'arrêter quelques instants. La Rioja, c'est une région du nord de l'Espagne, entre les Pyrénées et le Pays Basque, toute proche de la frontière française. Historiquement, les vins y étaient vinifiés avec de très longs élevages sous bois, titrés tout juste 12 degrés d'alcool, avec une acidité marquée, et présentaient des robes à la couleur rouge briquet très légère, avec des arômes délicats et des palais plutôt dans l'élégance que dans la puissance et la structure. Nossiter déplore que de plus en plus de producteurs abandonnent cette tradition dans les années 90 pour des vinifications plus modernes. Philosophiquement, je comprends et je partage sa préoccupation quant à l'uniformisation des vins. Mais il me semble que sa vision est à la fois teintée du romantisme d'un passé et d'une tradition idéalisée, mais aussi
d'un vrai raccourci dans son analyse des évolutions stylistiques de la Rioja. Je m'explique. Le style traditionnel dont il parle, c'est celui de bodegas comme López de Heredia, qui a effectivement souffert dans les années 90 et au début des années 2000 par une vraie tendance des marchés à faire la part belle aux vins que Nocitaire appelle avec dédain les vins modernes. Cette bodega, je la connais très bien pour l'avoir distribuée pendant de nombreuses années, et María José López de Heredia et sa sœur Mercedes font effectivement partie des gardiennes du temple en perpétuant des méthodes d'élevage et de vinification vieilles de plus de 100 ans. Mais ce que Nocitaire oublie de dire, c'est que cette tradition, elle est apparue dans la Rioja à la fin du XIXe siècle en provenance de France. Ce sont les vignerons bordelais, durement touchés par la crise du phylloxéra, qui ont amené les techniques de vinification modernes de l'époque, et notamment l'usage des barriques pour des élevages longs. Nocitaire critique donc aujourd'hui un phénomène d'appropriation d'innovations étrangères, tout à fait comparable à celui que la région a connu il y a un peu plus d'un siècle et qui a produit le style traditionnel entre guillemets qu'il défend aujourd'hui. Par ailleurs, pour qui est familier avec les vins de la Rioja, les critiques sur l'influence parfois excessive du bois peuvent faire sourire. Parce que dans le style traditionnel, l'usage du bois, et notamment du chêne américain, est un élément constitutif du profil aromatique des vins de Marqués de Riscal, de López de Heredia ou de la Rioja Alta, qui leur donne des nuances allant de l'ânette à la noix de coco, tout à fait distinctives, plus intenses que les saveurs données par le chêne français, et dont pour ma part, j'apprécie aussi beaucoup l'alliance avec les arômes du Tempranillo. Mais la démarche deviendrait-elle tout à coup condamnable parce que l'on utilise du chêne français plutôt qu'américain et un élevage de 18 mois au lieu de 5 ans ? Alors pourquoi les vignerons de la Rioja ont-ils souhaité changer de style et faire des vins plus modernes ? Nocitaire prétend que c'est dans le seul et unique but de produire un style international, facile à vendre et à présenter à des clients se fiant aux notes par cœur, et donc supposément habitués à son goût. Pour de nombreux producteurs, c'est un peu vrai. Et force est de reconnaître que cette tendance a touché la Rioja comme d'autres régions du monde. Mais là où je ne le suis pas, c'est dans la volonté de faire de cette tendance une généralité et de l'imputer directement à Parker lui-même. Le domaine de la Rioja que Robert Parker a le mieux noté au fil du temps, c'est la bodega Artadi, dont la Viña El Pisón, goûtée sur fût, a obtenu la note de 96 à 100 points. Je dis 96 à 100 points parce que quand il goûtait en barrique, Parker donnait un intervalle de notes plutôt qu'une note définitive en prévision de l'évolution du vin dans le futur. Or pourquoi le propriétaire Juan Carlos López de Lacalle a-t-il voulu s'affranchir de la tradition Riojan ? Parce qu'il considérait que ce qui devait définir ces vins, ce ne devait pas être l'empreinte d'un élevage très long et d'un boisé très marquant, mais plutôt l'expression la plus aboutie d'un terroir donné, et c'est pourquoi il a commencé à vinifier des cuvées parcellaires, à diminuer ses rendements et à vendanger à pleine maturité pour obtenir des raisins mûrs et concentrés. À la cave, il s'est tourné vers une vinification moins exposée à l'oxygène pour préserver les arômes et notamment les nuances florales et fruitées acquises à la vigne. Et il a préféré le chêne français pour des élevages plus courts, de l'ordre de 18 à 20 mois, contre 2 à 5 ans dans les règles traditionnelles. L'approche que je viens de vous décrire, c'est presque exactement celle que professent tous les grands vignerons bourguignons. Et je ne crois pas avoir entendu Nocitaire critiquer la Romanée Conti d'être un vin parkérisé. Ces innovations qu'il critiquait par inquiétude du risque d'uniformisation, il me semble qu'elles ont au contraire participé à créer plus de variété. Certes, il existe toujours des vins commerciaux vinifiés pour plaire au plus grand nombre, mais on a aussi vu émerger toute une nouvelle tranche de sélection parcellaire et même de vins de village inspirés de la Bourgogne chez des vignerons comme Artadi et d'autres. Et dans le même temps, les traditionalistes sont toujours là, et la bodega López de Heredia se porte aujourd'hui mieux que jamais. En fait, les bases de la vinification moderne
On ne les doit pas du tout à Parker, on les doit aux travaux scientifiques des œnologues bordelais Pascal Ribeiro-Gaillon puis Émile Pénaud, dont Michel Rolland, qui nous a quittés cette année, a été l'élève. Ce sont eux qui ont poussé des propriétaires bordelais frileux par crainte des pluies de septembre ou de ne pas rentrer dans leurs frais sans un volume suffisant, à diminuer les rendements pour obtenir plus de concentration, ou à vendanger plus tard pour atteindre non seulement la pleine maturité alcoolique, c'est-à-dire la concentration en sucre des raisins, mais aussi et surtout la maturité phénolique des arômes et des tanins. Dans le Val-de-Loire, l'œnologue Jacques Puiset a poursuivi la même démarche, et si les vins de Chinon ne sentent plus le poivron vert aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Au Chai, Émile Pénaud a encouragé les châteaux à emboîter le pas de Latour et Aubryon, qui avaient été les premiers à utiliser des cuves en inox avec contrôle de température pour éviter les problèmes de fermentation et les déviations aromatiques. Enfin, la transition vers un usage plus important de barriques neuves était initialement motivée pas tant par le désir de boiser les vins absolument avec des notes de muscade et de vanille, mais parce que parfois, l'hygiène des barriques n'était pas irréprochable et qu'elle pouvait amener des faux goûts. Le résultat de tous ces changements a bien été des vins moins acides et plus mûrs, avec beaucoup plus de fruits et moins de notes végétales que par le passé, ainsi que des tanins plus fins, patinés par l'élevage. Mais Parker a moins été l'instigateur de cette véritable révolution œnologique que son témoin. Et quand certaines voix s'élèvent pour dire que si des grands Bordeaux 89 ou 90 sont aujourd'hui fatigués parce qu'ils auraient été faits pour plaire à Parker en primeur, elles oublient de préciser que le critique américain n'a pas hésité à noter durement certains de ses châteaux favoris, comme Mouton Rothschild ou Pichon Longueville, comtesse de Lalande. En 1993, il met 87 sur 100 à Mouton 90, qu'il juge, je cite, excessivement boisé avec des arômes qui rappellent le Jack Daniels. Et Pichon Lalande 90 reçoit la note de 87 en primeur avant d'être renoté 87 en 1993 et d'obtenir des notes similaires à 6 autres reprises par la suite. Comme le disait Pénaud lui-même, ce sont les œnologues qui ont modifié le goût et pas le public. Ce qui est vrai cependant, c'est que la prise de conscience de l'importance de l'œnologie a engendré de nombreux investissements et innovations dans une sorte de course à l'armement, qui, elle, a réellement contribué à une forme de standardisation des vins des producteurs qui se sont engagés dans cette voie. Mais si certains procédés ont clairement pour but de manipuler les vins, comme l'usage de levures aromatiques par exemple, d'autres techniques ont été développées dans un but bien précis, le plus souvent pour répondre à un problème. Et la plupart des producteurs qui les utilisent ne le font généralement pas de gaieté de cœur, ne serait-ce que parce que ce sont des coûts qui grèvent leur marge. La micro-oxydation ou microbullage, rendue célèbre par Michel Rolland dans le film Mondovino, est devenue un peu la caricature de cette œnologie hors sol, est à l'origine une invention du vigneron Patrick Ducournau à Madiran en 1990. Elle consiste à libérer de petites bulles d'oxygène dans la cuve de moût pour assouplir les tanins assez rustiques du Tana, le cépage local, sans avoir à soutirer les vins, c'est-à-dire sans avoir à les transférer d'un contenant à un autre. Parce que cette opération expose les vins à l'air, ce qui oxyde légèrement les arômes et les pigments. Et si vous avez un cépage très tannique comme le Tana et que vous devez soutirer à de nombreuses reprises pour l'assouplir, vous risquez de fatiguer le vin et de perdre en finesse aromatique, d'où la recherche d'une solution alternative. Qu'on ait vu apparaître des vins commerciaux élaborés comme n'importe quel produit de l'industrie agroalimentaire ou que des producteurs aient utilisé certaines techniques à outrance, c'est un fait. Mais il me paraît excessif de faire porter à Robert Parker la responsabilité de tous ces excès. Et paradoxalement, ce sont aussi ces pratiques qui vont être à l'origine d'un mouvement de pendule dans l'autre sens, avec l'apparition des vins sans soufre et des vins nature. On l'avait vu dans la première partie, Parker a eu, à travers ses notes,
une influence réelle sur le marché du vin. Ces scores sont devenus avec le temps non seulement des références pour les professionnels et les clients, mais presque parfois une fin en soi. Quand des collectionneurs se sont mis à faire des dîners à 1000 points, où chaque participant devait amener une bouteille notée 100 points sur 100, ou que des restaurants ont commencé à élaborer des cartes des vins avec uniquement des bouteilles notées 90 ou plus, quand on a commencé à voir des dégustations à l'aveugle, dont l'objectif n'était pas tant de trouver le vin que la note que Parker lui avait mise, on est clairement tombé dans la caricature. Il me semble que la polémique tient plus de l'importance qu'on veut bien accorder à la note et de l'usage que l'on en fait, que de la note elle-même ou de celui qui l'a donnée. Pour tenter de proposer un contrepoids au score de Parker, le luxembourgeois François Mauss avait lancé dans les années 90 un projet appelé Grand Jury européen, rassemblant des dégustateurs professionnels très expérimentés, issus d'horizons et de pays différents, pour goûter et évaluer à l'aveugle des vins, en considérant que plusieurs avis valent mieux qu'un et, je cite, qu'une somme de subjectivité est un début d'objectivité. Or, dans une dégustation des millésimes 98 à 2002 à Bordeaux, 4 des 5 vins arrivés en premier étaient des vins que la plupart des observateurs de l'époque auraient qualifiés de parkérisés ou de vins de garage, que l'Américain avait favorablement notés. Pavie, Lamondotte, Ocondissa et Valandro. Donc, est-ce que tous ces dégustateurs émérites, européens pour la plupart, étaient, comme le sous-entendaient nos citaires, des consommateurs incultes aveuglés par le marketing et la facilité ? Je vous laisse juge. Dans son livre La bataille du vin et de l'amour, paru en 2010 chez Jean-Paul Rochet à Paris, l'américaine Alice Fehring critique elle aussi Robert Parker et pourfend notamment l'usage du bois neuf. Mais par ailleurs, cette même Alice Fehring a toujours admiré le travail d'un Henri Jaillet, qui pourtant ne jurait que par les barriques neuves. On ne peut qu'être d'accord avec elle quand elle fustige les vins, je cite, aseptisés et gonflés aux hormones, manipulés, modelés par la chimie et la technologie. Mais en même temps, elle reconnaît elle-même qu'il ne faut pas non plus faire l'amalgame entre le critique américain et les excès de l'œnologie. Dans la vraie vie, Robert Parker est un héros du vin qui a involontairement lâché un monstre de bois et de technologie sur sa boisson préférée. Parker avait son goût personnel, qui est différent du mien et différent du vôtre, et qu'il ait donné de meilleures notes au vin qui lui plaisait le plus est somme toute assez logique. Qu'il ait eu une influence réelle sur l'évolution du monde du vin, et notamment sur l'émergence de certaines tendances, c'est un fait établi. Mais qu'on le tienne pour responsable de toutes les dérives de l'œnologie moderne, cela me semble très excessif. Au-delà de sa personnalité et de l'hubris dont il a pu faire preuve en de nombreuses occasions, il me semble que le nœud du problème tient plus à la place qu'on a donnée à ces notes qu'aux notes elles-mêmes. Quand je lis aujourd'hui une critique rédigée par un dégustateur dont je connais les goûts, je peux me faire une idée du style et du niveau qualitatif d'un vin noté 95 sur 100 par exemple. Mais est-ce que moi-même je vais l'apprécier autant, plus ou moins que lui ? Ce sera à moi d'en juger si je décide de l'acheter. Et l'erreur, pour moi, consiste à renoncer à se forger un avis propre et à s'effacer devant l'opinion du critique qui devrait automatiquement faire autorité. Combien de fois j'ai entendu des gens en dégustation dire « j'ose pas commenter le vin parce que je suis pas un expert ». Est-ce que cela vous viendrait à l'idée d'aller au restaurant et de dire « je vais pas commenter si j'aime mon assiette ou pas parce que je ne suis pas un chef ». Bien sûr que non. Peu importe que vous ne soyez pas capable de déceler tous les ingrédients qui composent la sauce ou quelle technique de cuisson le chef a utilisée, le plus important, c'est est-ce que je prends du plaisir avec le verre ou l'assiette que j'ai en face de moi ? Bref, le commentaire du critique est au plus une indication utile, mais il faut d'abord et avant tout savoir se faire confiance. Pour refermer ce dossier consacré à Robert Parker, je terminerai par 2 réflexions personnelles, mais qui me semblent importantes pour porter un avis sur l'ensemble de la carrière du critique américain. La première, c'est qu'en adoptant la posture de l'indépendant défendant les intérêts des consommateurs, Parker a largement contribué à démocratiser le vin et à attirer
une nouvelle clientèle qui n'existait pas auparavant. Et quoi que l'on pense de ces commentaires ou de ces notes, et même si la majorité des clients en question ne jurent que par des jeunes Cabernet Sauvignon californiens très concentrés, si ne serait-ce qu'un de ces nouveaux amateurs sur 10 finit par s'ouvrir aux autres vins du monde pour découvrir d'autres régions et d'autres styles, c'est toujours, pour les domaines et les châteaux, un client potentiel de plus qui n'était pas là avant. La seconde réflexion, et la plus importante à mon avis, je l'ai déjà évoquée brièvement dans la première partie, et j'en avais aussi parlé dans l'épisode 10 consacré à l'Ermitage. Quand Parker arrive en France à la fin des années 70, le vignoble de Bordeaux sort d'une décennie difficile. Les appellations du Rhône sont en grande difficulté, voire pour certaines au bord de la disparition. Il ne reste que quelques hectares à Condrieu, une quarantaine en Côte-Rôtie, et Châteauneuf-du-Pape est en grande difficulté. Les critiques de Parker et le développement du marché américain vont remettre au goût du jour des vins et des appellations qui en avaient grand besoin et peu à peu contribuer à revitaliser des vignobles en difficulté. Quand Jean-Louis Chave explique que c'est l'export et notamment les États-Unis qui ont sauvé l'Ermitage, c'est précisément à cela qu'il fait référence. Et c'est bien pour cette raison que Parker a été décoré par la France des 2 plus hautes distinctions honorifiques civiles de la République. Et rien que pour ça, il me semble que le critique américain mérite un peu de gratitude. J'espère que cet épisode, un peu différent et un peu plus long que les autres, vous aura plu, et je vous remercie pour votre fidélité. C'était le 12e et dernier de la 3e saison, et tous les anciens épisodes sont toujours disponibles sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes d'écoute. Je ne suis pas aujourd'hui en mesure de vous dire quand sortiront les prochains épisodes, car je travaille en parallèle sur de nouveaux projets, mais je vous souhaite un très bel été, avec plein de bons moments et de belles dégustations, avec modération bien sûr. À bientôt!